Jean-Christophe Ruffin, merci d'être avec nous. Merci d'être au sommet. Deux petites questions en amont de votre interview sur scène. Moi, j'avais envie de vous demander, dans le monde dans lequel on vit actuellement, où on a l'impression qu'on va de crise en crise et tout est de plus en plus incertain, que peut la littérature? Pour essayer de nous éclairer ou pas, que peut la littérature? La littérature, elle a un avantage, c'est qu'elle donne du recul, c'est-à-dire qu'aucune information dans les médias n'est longue, n'est approfondie, tout passe très vite. Et la littérature, elle donne une profondeur de champ, c'est-à-dire qu'elle permet d'entrer à la fois dans la complexité des choses et aussi peut-être à travers la fiction, on l'a vu dans un certain nombre d'exemples, prévoir aussi un peu ce qui va se passer. Parce que finalement, notamment dans certains genres qui ne sont pas forcément bien considérés comme la science-fiction, il y a une espèce de prémonition. Et quand on regarde bien ce qu'ont produit les écrivains de science-fiction, on y trouve aussi bien le 11 septembre que les guerres actuelles, etc. C'est-à-dire qu'il y a un effet, disons, de décollement de l'actualité qui permet d'avoir une vision beaucoup plus profonde et sans doute beaucoup plus juste du monde. Ça décolle de cette espèce d'effet de loupe, des chaînes d'infos continues, etc. Et dans la continuité de ça, parce que votre dernier roman s'appelle Les Flammes de Pierre, c'est le nom d'une montagne à Chamonix, hein, c'est ça? Oui, c'est le nom d'une arête dans le massif de l'Aiguille Verte, au pied des Drues. Il y a Les Flammes de Pierre, c'est un nom qui a été donné parce que ça, au soleil couchant, c'est une arête qui s'illumine avec des petites pointes comme ça. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais vous êtes aussi un alpiniste, modeste, grimpeur, très amateur, mais quand même assidu. Et j'ai envie de vous demander la même chose sur la montagne. Que peut la montagne dans ces moments aussi? La montagne, pour moi, c'est un espace assez paradoxal de liberté, de responsabilité, qui, quand je dis paradoxal, c'est parce que tout ça peut s'arrêter. On l'a vu pendant le confinement, ça a été très très facile d'interdire la montagne, d'en faire une zone de surveillance. C'était très facile de surveiller les montagnes, plus que certaines banlieues difficiles, etc. Il suffisait de mettre un hélicoptère tous les jours. Mais disons que pour le moment, j'espère que ça durera, ça reste quand même un des rares lieux où l'être humain peut être confronté à ses propres responsabilités, c'est-à-dire se mettre, non pas en danger volontairement, c'est pas la question, mais en tout cas, ne pas être totalement environné par le principe de précaution, par tout ce que la société place autour de nous pour nous empêcher finalement de nous confronter à la mort, au danger, à la finitude de la vie, à l'effort, etc. La montagne, elle offre ça. Et je pense que c'est absolument indispensable d'avoir des espaces comme ça, où on est hors de cette espèce de biberonnage généralisé qu'est une société développée qui nous soumet comme ça à une espèce de bienveillance permanente. La montagne, elle nous ramène à notre vérité, à notre faiblesse aussi, mais aussi à notre puissance, puisque face à ces défis, on est capable de les surmonter, on est capable, en appliquant certaines règles, d'affronter le danger. C'était le mot de Rébuffat, de Gaston Rébuffat, qui disait chercher la difficulté, mais non pas le danger. Voilà. Et il y a tracer sa route, tracer sa voie, de faire de façon autonome, seul, en cordée, mais je veux dire en tout cas sans protection. Ça, c'est ce que la montagne nous permet de faire. Merci Jean-Christophe, à tout à l'heure.